Bonjour et bienvenue à l'agriculture sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec la ferme avicole Paul Richard et Fils en compagnie de Maurice et Jean-Philippe Richard. Alors aujourd'hui, on est avec Jean-Philippe et Maurice Richard. Alors bonjour. Bonjour, salut. Dans le fond, moi j'aimerais savoir, c'est quoi vos postes exactement, votre titre dans l'entreprise? Ouais, moi, je suis vice-président de la ferme avicole Paul Richard. Et on a un nouveau président maintenant. Ah. Moi, je suis président et directeur général, dans le fond, de la ferme avicole Paul Richard et des œufs Richard. Puis là, on parle de plusieurs compagnies ici, fait qu'on n'a pas tous les mêmes titres. Et qu'est-ce que vous faites particulièrement? Un peu de tout. Ouais, c'est un peu une question, qu'est-ce que ça peut ressembler à quoi notre travail dans une journée? C'est un peu dur à dire parce qu'il n'y a pas de journée qui est pareille. Ce serait plus dans une année. On pourrait peut-être plus dire des choses qui reviennent, c'est sûr, mais ça va aller surtout à des gestions de cas. C'est du cas par cas. À chaque jour, il manque un employé ou il arrive un trouble majeur, une machine qui a brisé, il faut que ça retourne en opération. Ça peut aller aussi à création dans des projets, gérer des projets. Donc, on a une nouvelle idée, on veut se développer quelque chose, fait qu'il faut développer un bâtiment là-dedans, comment est-ce qu'on va amener ça. Ça peut être au niveau économique, il faut s'assurer à un moment donné, checker les chiffres, voir si ça fait du sens, si on prend des bonnes décisions au bout du compte. C'est très, très, très vague. C'est très vaste ce qu'on fait. Je vais travailler pas mal au niveau de la comptabilité, au niveau des contrôles, des bilans, toutes ces choses-là. Je fais du terrain aussi quand même. Il y a souvent des problèmes. Puis, étant donné que ça fait comme 42, 43 ans que je suis là, ben, il y a à peu près aucun problème que j'ai pas vu. Des fois, si le téléphone sonne, « Hey, il y a un trouble ici, pis ça. » Mais là, OK, on descend, on va voir. Tu vas arranger ça de telle manière. C'est comme ça. Je travaille au champ à la production des grains là, pour le printemps, l'automne, les récoltes. Avec mon frère Alexandre, qui n'est pas ici, mais... Avec Alexandre, qui lui... C'est sa passion, c'est plus les grains, parce que l'agriculture, c'est une passion, mais après ça, il y a des sous-passions aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment... des fois, tu sais, je serais supposé être au bureau, puis il arrive de quoi, pouf, je travaille 5 minutes, mais je serais supposé faire 8 heures de bureau, mais je n'ai fait 5 minutes. Ça arrive régulièrement. Il faut aller sur le terrain pour gérer les problèmes, là, quand il y en a. De quelle manière vos installations se démarquent? Se démarquent, je pense que... On pouvait dire au niveau du bien-être animal, mais de moins en moins, parce que la Fédération a statué à un moment donné tout nouveau producteur, pas tout producteur maintenant avicole dans les œufs qui décide de rebâtir, doit prendre ces nouveaux systèmes-là pour suivre un peu la demande puis l'environnement, donc pour le bien-être. Mais on était dans les premiers en fait. On s'est démarqué à aller les premiers d'aller dans ces systèmes-là. C'est le système enrichi qu'on appelle, c'est qui permet aux oiseaux de faire à peu près tout ce qu'ils font s'ils sont en liberté totale. Ils ont des plus grands espaces, ils ont des perchoirs, ils ont des grattoirs pour les ongles. Tu vas pouvoir exprimer Ils ont des nids pour aller pondre. Fait que, les systèmes enrichis, c'est ça. Fait que nous, c'est en 2011, on était les premiers au Québec à être dans les systèmes enrichis. Puis là, après ça, il y en a d'autres qui ont suivi, naturellement. Fait qu'on est toujours dans ce système-là. Il y a d'autres systèmes qui se sont développés depuis ce temps-là. Des volières, ça évolue quand même beaucoup. Là. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on est différent vraiment des autres maintenant, mais au début, oui, mais là, on suit la parade, comme on dit. Ben,
si on en va un peu plus loin, c'est sûr que ça dépend de l'installation, mais tu sais, dans nos bâtiments, nous, on a quand même poussé beaucoup l'automatisation. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut peut-être se démarquer des autres. Les fermes, on commence à rentrer un peu là-dedans. Nous, c'est en quelle année que tu as rentré des automates? En 95, qu'est-ce que c'est? Ouais. Mais des automates, c'est où on se démarque aussi également, c'est dans la gestion du fumier. Ça fait que nous, depuis 2009, on sèche le fumier. Fait qu'il est séché et puis cubé. Fait que ça, c'est nouveau. Maintenant, tous nos poulaillers sont sur gestion solide. Fait que chaque poulailler a son séchoir et sa cubeuse. Fait que ça, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Avant, on était sur une gestion liquide. Ça sentait beaucoup plus l'ammoniac. Fait que là, c'est... Il y a plus de possibilités de lessivage aussi dans les cours d'eau. On entend beaucoup parler. Là, fait que, en étant sec et compressé, ben, il n'y a plus ça. Là, ça prend de l'humidité pour que ça redevienne fumier. Là, fait que, un gros coup d'eau, ça ne s'en va pas dans la rivière. Je pense qu'il y a une nette amélioration là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment différent parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont cuber le fumier. Il y en a de plus en plus qui vont sécher, mais pas l'opération cubage. Fait que ça, c'est nous. Ben, c'est nous. C'est ça que ça nous démarque, là, un peu. C'est quoi le cubage? Ben, le cubage, c'est que, premièrement, le fumier il est séché. Il est séché avec la chaleur des oiseaux. Au lieu d'envoyer l'air dehors, puis, parce qu'il faut ventiler les bâtiments pour amener de l'oxygène. Fait qu'on fait passer l'air au travers du fumier, dans le séchoir comme tel. Fait qu'on utilise l'air qu'on enverrait dehors pour rien, d'une certaine façon. Fait que là, cet air-là traverse le fumier, puis elle enlève l'eau, enlève l'humidité. Après, quand le fumier est séché, il est pulvérisé. Fait qu'il est pulvérisé pour faire de la poudre, ni plus ni moins. Fait que ça, on appelle ça le broyeur. Ça, c'est l'opération avant le cubage. Après qu'il est pulvérisé, là, il est cubé. C'est deux grosses matrices. Matrices qui tournent. Qui compressent vraiment. Qui compressent le fumier. Puis là, ça devient une granule. C'est comme des granules de bois, ni plus ni moins, pour vous donner un exemple. Ou des granules de moulée pour ceux qui ont des animaux. Là. Ça peut y ressembler. Là. Puis ces granules-là, après ça, sont entreposées dans des silos à grains. Fait que, puis là, ben, après ça, ça se manutentionne comme du grain, c'est cubé. Puis là, on va prendre ce fumier cubé-là, puis on va l'épandre au champ. Fait que là, on ne transporte plus d'eau. On a enlevé toute l'eau qu'il y avait dedans. Puis quand il est cubé, il est 2 fois moins volumineux que quand il est pulvérisé. Fait que ça prend moins de place pour l'entreposer. Puis ça se manutentionne bien aussi. Fait que là, on peut transporter le fumier cubé sur des kilomètres. Fait qu'on a des clients, des fois, on peut l'amener jusqu'au sud de la province. On en a dans la région. Client de sapin de Noël. Ah oui? Oui, on a un producteur de sapin de Noël qui utilise du fumier cubé à toutes les années. Fait que lui, c'est quand il fait ses démarrages de plants. Et il nous dit qu'il sauve une année de production avec le fumier parce que c'est très riche. Ça permet vers une culture aussi biologique. Il y a souvent des producteurs qui vont nous demander ça parce que quand on est biologique, un des défis, c'est de remplacer l'engrais chimique. Donc, il faut quand même amener de la nourriture aux plantes. De quelle façon? Fait que le fumier devient là, un bon outil à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que nous, comme je disais tout à l'heure, nos terres sont rendues tous biologiques. On utilise notre propre fumier pour fertiliser nos terres. Votre dernier ajout à l'entreprise, c'est une meunerie. D'où vous est venue cette idée? Bien, en fait, l'ancienne meunerie datait de 1973. Fait que c'était un équipement qui était dû pour être changé. On travaillait avec des silos en bois que mon père avait fait. Fait que ça l'avait fait son temps, comme on dit. Fait que c'est là qu'il nous est venu l'idée de construire une nouvelle meunerie. Fait qu'on l'a fait complètement à l'extérieur. On n'a pas
garder le même endroit. Puis ça nous permettait de quand même opérer avec l'ancienne meunerie et préparer la deuxième. Et, cette idée-là, également, j'ai approché le groupe Nutrico Shurgin. Puis moi, je trouvais que c'était désolant qu'il n'y ait plus aucune meunerie en Abitibi. Il y en a plusieurs qui ont essayé, il y en a plusieurs qui ont fermé. Puis, étant un producteur local, mais je trouve que j'avais posé la question, est-ce que c'est logique ou pas logique de penser à faire de la moulée pour les producteurs laitiers? Fait que c'est comme ça que l'idée a avancé. Mais nous, on la faisait pareil, la meunerie. Sauf que là, on a prévu plus par rapport à cette production nouvelle-là, en région. Plus grosse que ce qu'on avait vraiment besoin réellement. Puis il y a beaucoup de producteurs qui nous ont questionné à savoir pourquoi que vous autres, vous allez réussir en tant que meunerie par rapport à tous ceux qui n'ont pas réussi. Moi, je leur ai répondu, c'est simple, parce que à la base, 80% de ce qu'on fabrique, c'est nous le client. Fait que on a une très, très grosse assurance que la meunerie peut survivre à cause de sa clientèle qui est nous. Fait que ça nous a permis de travailler puis développer le côté laitier. On a un peu aussi quelques producteurs bovins. Puis on a de plus en plus de petits fermiers qui veulent avoir un 500 kg, un 1000 kg. Fait qu'on sert beaucoup la région au niveau de la meunerie parce qu'il n'y a plus rien. Il y a uniquement nous. C'est sûr que si on va sur le côté ontarien, il y en a encore, mais au niveau Abitibi et Témiscamingue, il n'en existe plus. On est les seuls qu'on est là. Au niveau régional. Au niveau régional. Et dans le fond, une meunerie, c'est quoi les céréales? C'est quoi que ça produit? Ça ne produit pas les céréales en tant que tel. Ça prend les céréales et ça les transforme en nourriture pour animaux, autrement dit. C'est ce qu'on appelle la moulée. C'est ça. Une meunerie, c'est une machine où c'est le processus de prendre les ingrédients puis de faire le gâteau, dans le fond, qui va les servir. C'est un peu ça, si je peux permettre l'analogie. Et puis, dans le fond, bon, ça provient de vos champs? En très, très petite partie, parce qu'on a un volume maintenant qui avoisine les 10 000 tonnes par année. Ça fait que la production au champ, c'est quand même minime par rapport à ce qu'on a besoin comme ingrédient. Fait que c'est sûr qu'on en achète localement, on en produit localement, mais il y en a énormément qui vient de l'extérieur. Quand on pense au maïs, le maïs n'est pas produit en région. On pense au soya, c'est la même chose. Après ça, les sous-produits, c'est tout produit à l'extérieur. Fait que c'est tout, comme Jean-Philippe disait, le gâteau, là, la recette, ben, il y a des fois 24 ingrédients qui sont dans la recette. Fait que c'est des micro-ingrédients, des plus gros ingrédients. Ça peut être de l'orge, du blé, du maïs. Ça fait toute partie du gâteau comme tel. Là. Ça fait qu'on a vraiment besoin de s'approvisionner partout. Il y a un enjeu qui touche beaucoup les agriculteurs, c'est le partage de la route. Quel est votre sentiment par rapport au partage de la route ici à Rivière-Éva? Ben, je pourrais dire que pas les consommateurs, mais les automobilistes sont très, très impatients. Fait que c'est sûr que la 117 qu'on appelle, il y a beaucoup de trafic. Puis quand on se déplace avec les tracteurs de ferme, on va pas plus que 40-45 km/h. Puis faut être très prudent. Il faut surveiller vraiment ce qu'il y a en arrière, ce qu'il y a en avant
Puis des fois, assez souvent, de côté, que c'est pas supposé, mais tu regardes en arrière, puis tu vois plus l'automobiliste, mais wow, il arrive direct à côté. Fait que, tu sais, le monde sont vraiment impatients. Puis c'est comme, je sais pas, c'est comme si la route leur appartenait, mais nous, on est là, on existe, puis on est obligé de voyager sur la 117, on reste pas dans un rang. Fait que puis même dans un rang, il y a beaucoup plus de va-et-vient que par le passé aussi, là. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très, très attention. Il y a des heures où est-ce qu'on ne va pas sortir avec les tracteurs parce que il y a trop de trafic. C'est trop dangereux. Autant que possible, bien entendu. Mais il y a peut-être un peu un manque de connaissances à ce niveau-là. Il y a quand même certains règlements qui régissent les tracteurs puis comment se déplacer sur la route. Le fameux triangle orange nous permet d'être sur la route comme véhicule lent. Donc, un peu comme il disait, à 40 km/h. Donc, on est en dessous de la vitesse qui est minimale requise. Je ne sais pas s'il y en a vraiment une à 117. Mais, mettons, ces autoroutes, il y en a une minimale. C'est sûr que c'est ça. C'est un peu comme la voirie, là, quand ils passent la charrue, il faut être patient en arrière, puis dépasser, c'est quand c'est jugé prudent. On peut dépasser un véhicule lent à tout moment, même si c'est pas des pointillés, dans la mesure que c'est sécuritaire. Il faut toujours penser sécurité en arrière de ça. Quand vous chauffez un tracteur, c'est quoi la visibilité que vous avez? C'est un peu comme les gros camions, hein. Quand la remorque est en arrière, c'est juste les miroirs qui te permettent de voir en arrière. En avant, c'est sûr que la visibilité est bonne, mais en arrière, il faut se fier au miroir. Selon la loi, le code de la route, on a un triangle, mais on est tenu, même, mettons quelqu'un qui aurait une calèche, mais un triangle en arrière, véhicule lent, il est tenu d'être entre la ligne jaune et la ligne blanche, selon la loi. On n'a même pas le droit de rouler sur l'accotement. Parce que s'il arriverait un accident et on roule sur l'accotement, c'est nous qui est en faute. Donc c'est vraiment d'être là. Le triangle nous permet de circuler sur la route, sur la voie publique, avec un véhicule lent. Qu'est-ce qu'on fait pour être plus prudent, parce qu'on pense par rapport à ce que les gens ne pensent pas? On va toujours se tasser à droite avant d'arrêter, puis avoir un petit angle pour être certain qu'il n'y a rien en arrière. Parce que quand on ralentit pour aller virer à gauche, mettons, des fois, c'est dangereux. Ça fait qu'on arrête toujours à droite, on se donne un angle pour être certain qu'il n'y a pas de véhicule. Là, après ça, on engage pour traverser la route. Quand il y a trop de trafic, on voit que la filée est trop longue en arrière, là, on va se tasser, puis on va arrêter. On laisse passer le trafic, on rembarque. Parce que sans ça, c'est comme je dis, le monde sont très impatients. Si tu as 25, 30 chars en arrière, là, ça veut tout se dépasser. Là, puis, tu te tasses, tu laisses la filée s'en aller. Après, tu rembarques. Là, à un moment donné, il y a un autre filet, tu te retasses, tu rembarques. Ça fait que c'est comme ça qu'on vient à bout de fonctionner pour que ça soit plus sécuritaire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux automobilistes? Être patient et prudent. Tout simplement. Excellent. On va parler un peu des incendies qui ont ravagé votre entreprise en 2018. Donc, racontez-moi ce qui s'est passé. Le premier incendie, ça a touché les bâtiments de production, les deux poulaillers qui ont passé au feu. Ça semblerait être des problèmes électriques. La cause n'est pas déterminée. La cause n'a pas été déterminée à 100%, mais c'est ce qu'on pense. Le deuxième incendie est arrivé 4 mois plus tard, à peu près, au mois de novembre. Puis là, ça a touché l'usine de classification des œufs, de poste de classement qu'on appelle nous. Puis ça a démarré où les emballages sont entreposés. Puis les deux incendies, ça a été des pertes totales pour les bâtiments qui ont passé au feu. Fait qu'on est obligé de reconstruire. On est obligé. On a décidé de reconstruire. Ça a été plus difficile, l'incendie, au niveau
du poste de classement parce que là, on n'avait plus rien pour travailler. Fait que l'usine de production, ben ça, on pouvait prendre un certain temps puis se replacer. Mais au niveau du poste de classement, on avait des œufs à livrer le lendemain matin. Puis là, on n'avait plus d'œufs. Fait que ça a été extrêmement difficile et beaucoup d'ouvrages pour conserver notre mise en marché. Ça fait que là, la question s'est posée rapidement, puis on a comme pas eu le temps de réagir qu'on brûlait, qu'on achetait déjà des œufs de Montréal, puis on organisait le transport pour avoir des œufs le lendemain matin. Fait que ça a été tout qu'un branle-combat pour venir à bout de faire ça. Puis pendant 1 an de temps, on a envoyé nos œufs à Montréal, puis on a racheté des œufs de Montréal pour approvisionner le marché. Ça fait que ça a été extrêmement difficile. Non pas que la production, ça ne l'a pas été, mais c'était vraiment quelque chose. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une solidarité de la communauté, des autres producteurs? Oh, ben au niveau de la production, oui. La province, ils nous ont beaucoup aidés. En étant sur le conseil d'administration, mais quand même, dans ce genre de sinistre-là, on peut avoir ce qu'on appelle des crédits 1 pour 1. C'est que notre production est retardée dans le temps. Ça fait qu'au fil des années, on a repris on est encore en train de reprendre la production perdue. Fait que ça, l'impact financier sur le moment est très difficile, mais avec la récupération de cette production-là, ça nous aide quand même. Mais au niveau du poste de classement également, l'industrie, les classificateurs de la province ont été très, très coopératifs pour nous aider. Puis la fédération a aidé aussi pour transporter ces œufs-là. On a eu un bon coup de main. Sans ça, probablement qu'on n'aurait pas pu passer au travail. On a eu un bon soutien aussi de la population. Ils nous ont toujours encouragés. Continuez à croire à notre projet. Fait que, ça a été une épreuve difficile. Là. C'est presque terminé maintenant, là, mais quand même, on a eu beaucoup de support. Que si jamais quelqu'un aujourd'hui décidait de se partir en agriculture, que ce soit avicole ou autre, qu'est-ce que vous avez comme conseil? Quel conseil vous lui donneriez? D'être scolarisé, premièrement, parce que ça demande quand même beaucoup de gestion. Puis il faut avoir cet outil-là, c'est indispensable. De se faire parrainer, probablement. Ça, c'est quelque chose qui aiderait grandement la relève. Fait que, moi, c'est vraiment ce que je dirais que ça prend. Puis avoir la passion, ça c'est sûr, mais quelqu'un qui va en agriculture, habituellement, il a la passion. Fait que, persévérance. Est-ce que c'est facile de concilier la vie famille-travail? Pas toujours. C'est quand même des longues heures. Puis c'est difficile parfois. Il y a des périodes vraiment de pointe où il faut travailler très fort. Fait que dans ce temps-là, la famille, elle écope un peu, comme on dit. Là. Fait que ce bout-là, des fois, il est un peu difficile. On voit-tu, j'ai pas la même réponse. Non. Vas-y. Moi, je me dirais non, c'est plutôt facile. D'une certaine façon, on est quand même proche de notre travail, fait que je retourne, je vais manger chez nous tous les jours, avec je vois ma copine qui travaille ici normalement, mais là, elle est en arrêt congé maternité. Mais je vois ma petite fille aussi, je peux l'aider un petit peu. Puis... C'est sûr que oui, des fois, ça peut être demandant quand il y a des urgences, mais bon, des fois, on se compare, on se console. Il y a peut-être d'autres métiers aussi qui sont très demandants, puis il y a moins de présence à la maison. Il faut amener du pain sur la table à un moment donné aussi. Là, fait que, non, je pense que si on est capable de transmettre la passion, puis des fois, on peut même se permettre de pouvoir amener l'enfant à un certain âge sur l'entreprise, puis venir nous aider. Je pense que la conciliation famille, je dirais qu'elle est plus facile que d'autres métiers, je pense. C'est plus familial, je trouve. Excellent. Et
qu'est-ce qui vous rend fier de votre parcours? Moi, personnellement, je pense que l'entreprise, je l'ai vu progresser. J'ai participé à sa progression, vraiment, pendant beaucoup d'années. Puis, on est quand même très fiers. Je suis fier de où est-ce qu'on a amené l'entreprise. Là, maintenant, c'est l'autre génération qui prend la relève et qui va continuer. C'est un peu difficile de voir et de penser où est-ce que ça va être dans 30 ans, par exemple. Parce que ça a beaucoup, beaucoup progressé dans les 40 dernières années. Puis ça vous rend fier que vos enfants prennent la relève? Oui, ça c'est certain, c'est sûr. C'est vraiment... Mettons que quand on a eu les gros sinistres, si on n'avait pas eu de relève, on s'aurait posé la question, est-ce qu'on recommence ou non? Mais vu qu'on avait de la belle relève, on a foncé. Quoique la question s'est soulevée tout de même, là, mais ça a peut-être penché un peu plus d'un côté. Moi, de mon côté, qu'est-ce qui me rend fier du travail accompli, je pense que c'était ça la question. Ben, c'est sûr que j'ai pas terminé encore, là, je commence. Mais de voir ça changer, de pouvoir moduler un peu cette entreprise-là à notre image, puis pour que dans le temps, que ça reste ici. Je pense que des entreprises régionales ou familiales dans la région, tu sais, que notre région est forte, il faut continuer là-dedans. Je pense que c'est une fierté de pouvoir se positionner aujourd'hui, puis d'être là, d'être présent, puis d'avoir le support aussi des consommateurs derrière nous. Je pense que c'est une fierté en soi. En fait, les entreprises à 3e génération, il n'y en a pas beaucoup. Fait que 4e encore moins. On n'est pas encore à la 4e, là, mais ça s'approche. Mais c'est ça qu'on est quand même très fiers. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont à la 3e génération dans la région. Oui, par l'âge de la région aussi. Là. En 100 ans, il n'y a pas autant de générations, là, à un moment donné aussi. Ouais. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'espère que les gens en ont appris autant que moi. Alors, merci. Là, ça fait plaisir. Merci également.